une démarche de résolution de problèmes basée sur la compréhension. Il existe différentes démarches de résolution de problèmes. Il n'y en a pas nécessairement de mauvaises, mais il y en a qui mettent plus d'accent sur une procédure à suivre plutôt que sur la compréhension. Puis la démarche que je vous présente aujourd'hui va reposer davantage sur la compréhension. Elle a été élaborée par un mathématicien qui portait le nom de Polya. Polya, c'est un des plus grands mathématiciens à avoir vanté l'approche des mathématiques par l'entremise de la résolution de problèmes. Et puis, selon la ressource Prime, son analyse des étapes du processus de recherche en résolution de problèmes est ce qui a inspiré l'essentiel de ce qu'on enseigne aujourd'hui à l'échelle mondiale à propos de la résolution de problèmes. Si vous désirez avoir plus d'informations sur ceci, vous pouvez vous référer à la page 55 de Connaissances et stratégies de la trousse du nombre et des opérations de Prime. La première question que je vous pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire enseigner par la résolution de problèmes? Je vous invite donc à appuyer sur pause et en discuter en équipe. Qu'est-ce que ça veut dire enseigner par la résolution de problèmes? Selon Prime, on dit que pour enseigner par la résolution de problèmes, l'enseignant pose, dès le début du cours, un problème à résoudre. Il permet ainsi d'instaurer un contexte qui favorise et justifie l'apprentissage. Cette stratégie se distingue de l'approche traditionnelle qui consiste, notamment, à expliquer une nouvelle procédure, puis à demander aux élèves de résoudre quelques problèmes écrits. Quels sont les avantages d'enseigner par la résolution de problèmes? Encore une fois, la trousse Prime nous dit que si on enseigne par la résolution de problèmes, on arrive à donner davantage un sens aux mathématiques, à démontrer leur utilité et leur mise en application dans la vie de tous les jours. Ça permet également à un enseignant de mieux comprendre la réflexion mathématique de l'élève. C'est plus motivant pour les élèves de travailler à partir d'un vrai problème parce que ça présente un défi évidemment qui est raisonnable pour l'élève. Plus on fait de la résolution de problèmes avec nos jeunes, plus on favorise la persévérance. Ça permet d'accroître de l'assurance chez les élèves et puis le respect des styles d'apprentissage. Ça permet aussi aux élèves de réaliser que faire des mathématiques, ce n'est pas seulement appliquer des procédures apprises. C'est également de déployer des efforts pour résoudre un problème. On dit que si la résolution de problèmes est utilisée régulièrement, les élèves vont devenir plus autonomes. La démarche de résolution de problèmes de Polya comprend 4 étapes. La première étape, l'enseignant est apporté à amener l'élève à comprendre la situation problème. La deuxième étape, l'enseignant amène l'élève à planifier la résolution de la situation problème. La troisième étape, l'enseignant amène l'élève à exécuter son plan de résolution de la situation du problème. Et finalement, la quatrième étape, l'enseignant amène l'élève à réviser et à évaluer son plan de la résolution de problème. Souvent, les élèves vont sauter par-dessus l'étape 1, soit la compréhension du problème, et aussi par-dessus l'étape 2, où il doit se faire un plan, puis réfléchir aux différentes stratégies auxquelles il pourrait avoir recours. Les élèves manquent souvent de stratégies pour s'approprier ou pour comprendre un problème. On doit les apporter à développer leur questionnement intérieur. Les élèves qui ont de la facilité en résolution de problèmes se questionnent de façon naturelle, mais plusieurs élèves qui ont moins d'habileté vont se limiter à lire et à relire le problème sans utiliser de stratégie de compréhension. Les élèves passent tout de suite à la recherche d'une solution, puis c'est à ce moment-là que les blocages vont surgir, puis que l'incompréhension va faire ses preuves. Puis un des moyens que l'on peut utiliser pour aider les élèves à développer des stratégies, c'est ce qu'on appelle l'enseignement explicite de chacune des étapes, soit le modelage, la pratique guidée, la pratique coopérative et la pratique autonome. Voici donc les questions que l'on doit se poser à l'étape 1 de la démarche de Polya pour mieux s'approprier et mieux comprendre le problème. Donc l'élève à cette étape-ci essaie de comprendre ce qui est demandé. Voici les questions qu'il peut se poser. Est-ce que j'utilise mes stratégies de lecture en lisant mon problème? Est-ce qu'il y a des mots que je ne comprends pas? Est-ce que je peux imaginer le problème dans ma tête? Est-ce que je peux dire le problème dans mes mots?
Est-ce que j'ai déjà fait un problème comme celui-ci? De quelle information est-ce que j'ai besoin? Quelle est la question? À l'étape 2, on apporte l'élève à élaborer un plan. Donc, à cette étape-ci, il va décider comment il s'y prend ou comment il va s'y prendre pour résoudre son problème. Et tel que mentionné plus tôt, la deuxième étape est souvent escamotée par les élèves puisqu'ils sont pressés de prendre leur crayon puis d'utiliser les nombres retrouvés dans le problème dans le but d'en faire une opération. Donc, ils ne s'arrêtent pas beaucoup pour réfléchir à la stratégie qui pourrait les aider à résoudre le problème. Pour se dresser un plan, l'élève poursuit sa réflexion amorcée à la première étape, puis se réfère au besoin à un problème semblable qu'il a déjà résolu. Puis afin de décider comment il peut s'y prendre, il réfléchit aux différentes stratégies qu'il connaît et il analyse laquelle ou lesquelles il va mettre en application pour résoudre le problème. Voici dans le tableau différentes stratégies qui existent, mais il est certain qu'il y a d'autres stratégies. Alors la liste n'est pas complète. Les stratégies connues par les élèves varient d'un niveau à l'autre. Vous pouvez consulter la ressource pédagogique Connaissances et stratégies de Prime pour voir quelle stratégie convient à quel niveau de développement mathématique. Vous y retrouvez également des exemples de problèmes pour les différentes stratégies. À la troisième étape, l'élève met son plan en œuvre, c'est-à-dire qu'il applique la stratégie choisie. Il se pose des questions telles que est-ce que je fais la stratégie que j'ai choisie? Est-ce que je laisse toutes les traces de mon travail? Je peux faire des dessins, je peux écrire des mots, je peux utiliser des symboles. Est-ce que ma stratégie a du sens? Est-ce que je réponds à la question en écrivant les unités? Par exemple, j'ai mangé 5 fois, j'ai mangé 5 bonbons. Et finalement, la dernière étape de la stratégie qui est souvent oubliée, c'est la vérification des résultats. L'élève doit se poser des questions afin de vérifier son travail. Par exemple, est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que ma réponse a du sens? Est-ce que j'ai vérifié mes calculs? Est-ce que ma stratégie était bonne? Puis est-ce que je peux expliquer ma démarche? Vous allez maintenant visionner un modelage d'une vidéo où on explicite quelques stratégies pour comprendre le problème. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ce qui se passe dans ma tête quand je veux comprendre un problème en mathématiques. Je vais utiliser mes stratégies de lecture pour comprendre un problème. Alors d'abord, je vais voir le problème dans ma tête. Ensuite, je vais clarifier le vocabulaire. Je vais faire des inférences et je vais dire le problème dans mes mots. Donc aujourd'hui, ce sont les 4 stratégies que je vais utiliser pour comprendre un problème en mathématiques. La première chose à faire lorsque je suis devant un problème, c'est lire le problème pour le comprendre. Je vais donc lire le problème, puis essayer de voir les images dans ma tête. Donc le but tout de suite, ce n'est pas de trouver la réponse, mais de comprendre le problème. Puis la stratégie que j'utilise, cette fois-ci, c'est de voir le problème dans ma tête. Je vais donc lire une phrase à la fois et me faire des images dans ma tête. Je pourrais aussi faire un dessin pour comprendre le problème, mais aujourd'hui, la stratégie que j'utilise, c'est de voir le problème dans ma tête. Donc, je commence. Cet été, Daniel et sa petite sœur Sophie iront au parc aquatique avec leurs 2 parents. Donc, déjà, je peux voir une famille avec 2 enfants et les 2 parents, puis qui s'en va s'amuser à un parc aquatique. Je continue ma lecture. Le coût d'admission est de 3 $ pour chacun des enfants. Donc, dans ma tête, je vois des dollars que ça va coûter à chacun des enfants. Le prix d'entrée d'un adulte est le double de celui d'un enfant. Donc, je peux voir dans ma tête que les adultes vont aussi devoir payer, mais que ça va leur coûter un peu plus cher. Donc, je vois des dollars, je vois une famille, je vois le parc aquatique. Puis, qu'est-ce que je cherche? Pour savoir ce que je cherche, je dois aller consulter ma question. Alors, ma question, c'est quel sera le coût d'admission total pour les 4 membres de la famille? Une autre stratégie que je peux utiliser pour comprendre le problème, c'est la stratégie « je fais des inférences ».
Pour faire des inférences, je dois me poser 3 questions. La première, qu'est-ce que je cherche? La deuxième, quels sont les indices qui me permettent de faire un lien avec la question? Et la troisième, à quoi les indices me font-ils penser? Je lis le problème et je me pose la question qu'est-ce que je cherche? Donc, qu'est-ce que je cherche? C'est la question. Quel sera le coût d'admission total pour les 4 membres de la famille? Je dois aller chercher des indices qui pourront m'aider à comprendre. Puis quand j'aurai trouvé les indices, je dois me poser la question à quoi les indices me font-ils penser? Je vais commencer par ma question. Qu'est-ce que je cherche? Quel sera le coût d'admission total pour les 4 membres de la famille? Un indice que je retrouve dans ceci, c'est le mot total, parce que ça me fait penser que je ne dois pas oublier de tenir compte de tous les membres de la famille pour répondre à ma question. Je vais aller voir dans mon problème si je peux trouver d'autres indices qui pourront m'aider à résoudre mon problème. Alors cet été, Daniel et sa petite sœur Sophie iront au parc aquatique avec leurs 2 parents. Le mot 2 pourrait être un indice parce que ça me fait penser que je ne dois pas oublier de tenir compte des 2 parents lorsque je vais venir à résoudre mon problème. Je continue ma lecture. Le coût d'admission est de 3 pour chacun des enfants. Un autre indice ici pour moi, ce serait le mot chacun, parce qu'encore une fois, ça me fait penser qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 2 enfants. Il y a Daniel, il y a Sophie, donc je dois tenir compte de chacun des 2 enfants pour répondre à ma question. Le prix d'entrée d'un adulte est le double de celui d'un enfant. Ici, pour moi, un mot-clé serait le mot double parce que ça me fait penser à quand je fais des stratégies du double de 2, par exemple, je sais que c'est 2 fois 2. Alors ici, le mot double veut dire que le prix d'entrée d'un adulte est 2 fois le prix d'un enfant. Pour démontrer que je comprends le problème, je peux le dire dans mes mots. Donc, 2 enfants vont au parc aquatique avec leurs 2 parents. Ils doivent payer le coût d'entrée, mais les billets des parents sont plus chers. Je dois trouver ce que ça coûtera pour toute la famille pour aller au parc aquatique. Donc, je suis capable d'expliquer le problème dans mes mots. Ça veut dire que je comprends le problème et que je suis maintenant prête à penser à une stratégie pour résoudre mon problème. Maintenant, afin de permettre l'appropriation de différentes stratégies que l'on retrouve à l'étape 2 de la démarche de Polia, vous allez résoudre des problèmes en utilisant la stratégie de votre choix. Vous devrez appuyer sur pause et en équipe, je vous demande de lire les problèmes et d'identifier quelle stratégie vous pourriez utiliser pour résoudre les problèmes. Vous pouvez identifier les stratégies dans le tableau qui vous est remis. Veuillez noter qu'il est fort possible que pour un même problème, différentes personnes utilisent différentes stratégies. Appuyez maintenant sur pause. Pour terminer, veuillez noter que la démarche Polia est une démarche qui peut être utilisée à n'importe quel niveau scolaire. Les enseignantes et les enseignants peuvent adapter le questionnement selon le niveau enseigné. L'important, c'est de viser la compréhension, puis non l'application d'une procédure pour résoudre un problème. La démarche Polia, c'est une démarche qui peut être utilisée à n'importe quel niveau scolaire. Les enseignants et les enseignantes auront à adapter le questionnement selon le niveau qu'ils enseignent. L'important, c'est de viser la compréhension et non l'application d'une procédure pour résoudre un problème. En terminant, je vous partage le témoignage d'une enseignante qui a utilisé la démarche de résolution de problème de Polia avec ses élèves. Elle nous dit: en utilisant la démarche de Polia dans ma classe pour résoudre des problèmes, mes élèves sont beaucoup plus conscients des stratégies auxquelles ils peuvent avoir recours pour trouver une solution. En plus, ils sont davantage capables d'expliquer les stratégies utilisées et la raison pour laquelle une stratégie était plus efficace qu'une autre pour résoudre un problème quelconque. Finalement, mes élèves sont beaucoup plus autonomes dans la planification de leur travail ainsi que dans la vérification du résultat. La démarche Polia est sans doute une méthode pédagogique gagnante à mes yeux.
Ce témoignage provient d'une enseignante de l'École des bâtisseurs, Mme Jennifer Mann, qui a accepté de nous faire part de son expérience avec la démarche de résolution de problèmes de Polia. À ce moment-ci, si vous avez des questions concernant la démarche de résolution de problèmes de Polia, je vous invite à les prendre en note, puis vous pourrez me poser des questions lorsque j'irai vous rencontrer. Merci d'avoir démontré de l'intérêt envers cet atelier. J'espère que vous aurez le goût de faire le transfert de la démarche Polia dans votre salle de classe avec vos élèves.